Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, le titre du discours que je vais faire devant vous aujourd'hui est donc une brève histoire des atomes. Alors, s'il était possible, j'aimerais avoir encore un petit peu moins de lumière, comme ça les personnes qui sont au fond de la salle verront mieux les transparents. Est-il possible de diminuer encore un peu la lumière? Bon. Alors, je reprends ici, donc, dans la première leçon de son livre Lectures on Physics, un célèbre physicien du XXe siècle, Richard Feynman, pose la question suivante. Si toutes nos connaissances scientifiques disparaissaient dans un cataclysme, quelle phrase unique pourrait préserver le maximum d'informations pour les générations futures? Et il répond de la manière suivante. Je propose la phrase « Toutes les choses sont constituées d'atomes, petites particules animées d'un mouvement incessant qui s'attirent lorsqu'elles sont distantes les unes des autres, mais se repoussent lorsqu'on les force à se serrer de trop près. » Cette phrase contient en effet une quantité énorme d'informations, comme nous allons le voir. L'idée que la matière n'est pas continue, mais est composée de petites particules, a été formulée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par des philosophes grecs. Nous allons commencer par un précurseur, Anaxagore, qui vécut au temps de Périclès, Anaxagore de Clazomène, suivant lequel l'univers contient un nombre infini de petites particules éternelles qu'il appelle spermata. Pour lui, rien n'est créé, rien ne meurt, il y a seulement mélange et séparation. D'après Anaxagore, chaque substance contient toutes les variétés de spermata, mais dans des proportions différentes. Et il va écrire cette phrase « En toute chose, il y a une partie de toute chose. » Ces semences étant imperceptibles, la structure en fait ultime de la matière n'est pas perçue par les sens humains. Et Anaxagore va donc opposer la réalité microscopique, quantitative, à l'aspect macroscopique, donc quantitatif des phénomènes. Et il aura cette phrase remarquable, le phénomène est une vision de l'invisible. C'est encore, bien entendu, ce que nous croyons aujourd'hui. Anaxagore est donc en fait un précurseur de l'atomisme. Mais il aurait rejeté l'atomisme parce qu'il n'acceptait pas deux des hypothèses de la théorie atomique. L'existence du vide, d'une part, et celle de particules indivisibles, donc atomos, puisque atomos veut dire indivisible, insécable en grec. D'après Anaxagore, le terme ultime du petit n'existe pas, il en est de même pour le grand, et il est numériquement égal au petit. L'hypothèse atomique semble être due en fait à Leucippe, dont on connaît très peu de choses, qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ces idées ont été développées par son disciple Démocrite. Pour Leucippe et Démocrite, les atomes sont en nombre infini et de formes infiniment variées, et en fait, les corps sont des agrégats d'atomes. Les mouvements des atomes dans le vide, et eux introduisent le vide bien entendu, sont suffisants pour expliquer le monde qui n'est ni une divinité, ni dirigé par une divinité. Donc Démocrite refuse les explications par la finalité. Ce qui l'intéresse, ce sont les causes. La causalité mécanique, mécanos voulant dire mouvement, est la seule à laquelle il fasse appel. Pour lui, rien ne se crée, rien ne s'anéantit, tout s'unit et se désunit.
Toute existence divine donc est complètement retirée au cosmos. Voilà Démocrite. Ce matérialisme radical a naturellement jeté l'effroi dans les milieux dominés par le spiritualisme de Socrate et de Platon. D'après Diogène Laërce, qui est un compilateur de l'époque impériale romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ, Platon voulut brûler tous les ouvrages de Démocrite qu'il put trouver. Malgré le fait qu'il ait cité tous les philosophes anciens, Platon n'a parlé nulle part de Démocrite, car il savait bien qu'il s'attaquerait alors au meilleur des philosophes, dixit donc Diogène Laërce. L'hypothèse atomique fut aussi rejetée par Aristote, mais Aristote, lui, a cité Démocrite. Nous arrivons maintenant à Épicure, qui incorpora les idées atomistes dans une philosophie matérialiste de la vie qu'on appelle évidemment l'épicurisme. Nous connaissons assez bien de choses d'Épicure, notamment par des lettres que Diogène Laërce précisément a également mentionnées. En effet, la doctrine atomiste convenait vraiment très bien au but principal de la philosophie épicurienne, à savoir la suppression des craintes inutiles, en particulier d'une part la crainte des dieux et d'autre part la crainte de la mort. Voilà Épicure. Il est significatif de savoir qu'Épicure donnait cours dans un jardin. Dans son poème épique et philosophique De Rerum Natura, Lucrèce, lui, donc, qui est un poète latin, nous a donné la description la plus complète de l'atomisme dans l'Antiquité. Son œuvre a disparu presque entièrement au Moyen-Âge, mais elle fut heureusement redécouverte en 1417 dans un monastère allemand par l'humaniste italien Poggio Bracciolini. C'est une découverte absolument capitale qui est bien racontée d'ailleurs dans un livre de Greenblatt qui s'appelle The Swerve, How the World Became Modern. Et voilà donc Lucrèce, Titus Lucretius Carus, dont Ovide disait que les poèmes du sublime Lucrèce ne périront que lorsque le monde périra. La matière donc est composée de particules indivisibles. Tous les changements dans la matière résultent du groupement des atomes. Alors il y a plusieurs sortes d'atomes qui diffèrent par la dimension et la forme. Les propriétés de la matière reflètent les propriétés des atomes qui la composent. Et les seules forces sont les forces atomiques qui causent les collisions entre atomes. À l'exception des atomes, la seule réalité est le vide infini dans lequel les atomes se meuvent. Pour Épicure et Lucrèce, l'âme étant matérielle comme le corps, et les dieux, s'ils existent, étant formés d'atomes exactement comme le reste, les souvenirs le sont aussi, et la mémoire est donc volontaire. Cette mémoire volontaire repose sur l'admission du concept que Lucrèce appelle le clinamen. Je ne vais pas insister longtemps là-dessus, étant donné que nous allons essentiellement parler d'atomes, et Épicure parenklysis. En anglais, c'est précisément Swerve, le titre du livre de Greenblatt dont je parlais il y a un instant, suivant lequel nous avons la capacité de faire dévier les atomes et donc de modifier le déterminisme atomique. En quelque sorte, en suivant une phrase du philosophe Pierre Hadot, on pourrait dire que, en quelque sorte, ici, on introduit le hasard dans la nécessité. Et le clinamen est donc une sorte de libre arbitre atomique. Avec Lucrèce, en fait, est advenu à la philosophie un poème de même rang que ceux plus tardifs, donc, de Virgile, d'Horace et d'Ovide, qui admiraient fort, en fait, Lucrèce. Et il existe chez les atomistes de l'Antiquité des théories proches de la science moderne. Par exemple, dans le De Rerum Natura de Lucrèce, il y a une théorie corpusculaire de la lumière. On y trouve aussi l'affirmation que dans le vide, des corps de masses différentes tombent à la même vitesse
expérience qui fut faite, semble-t-il, pour la première fois par Simon Stévin en 1586 et que Galilée n'a probablement pas faite à partir de la tour de Pise comme on le pense, mais ce n'est pas sûr. En fait, durant le Moyen-Âge, l'atomisme fut victime du déclin de la pensée scientifique, du déclin général, et son approche déterministe se heurta à une très vive opposition. Naturellement, au Moyen-Âge, Aristote et Platon étaient des références essentielles. Et aussi, par exemple, Maïmonide, le plus célèbre penseur juif d'une période de grande activité intellectuelle dans le monde arabe, était aussi anti-atomiste. Et Épicure, c'est intéressant de le noter, est le seul philosophe grec que Dante expédie en enfer dans sa Divine Comédie. La renaissance de l'atomisme au XVIIe siècle est contemporaine de la naissance de la société, de la science moderne, caractérisée par, d'une part, l'observation quantitative qui mène à la déduction des lois de la nature, et d'autre part, à l'expérimentation contrôlée permettant de vérifier ces lois. Et cette renaissance doit beaucoup à l'abbé Pierre Gassendi, qu'on pourrait qualifier de chrétien épicurien, qui diffusa la théorie atomique sous une forme plus acceptable pour son époque, en fait, en introduisant explicitement Dieu comme créateur des atomes. Donc, en fait, il y a là un renversement, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler le paradigme, en faisant appel à Dieu comme créateur des atomes. Voilà Pierre Gassendi. Et au XVIIe siècle, les atomes ne sont pas seulement connus des scientifiques et des philosophes à présent, mais également d'un public plus large. Et, par exemple, je cite ici Molière, qui au troisième acte des Femmes savantes fait dire à Bélise « Je m'accommode assez pour ma part des petits corps ». Les petits corps sont évidemment les atomes. Il y a aussi un exemple dans Shakespeare, un peu avant. Les idées de Gassendi furent en fait diffusées en Angleterre par un certain Walter Charlton, qui était médecin de Charles Ier, et l'un des premiers fellows en fait de la Royal Society. Il écrivit un traité intitulé Physiologia Epicuro Gassendo Charlotiana. Et il influença, en fait, et ça c'est très important, Isaac Newton pendant ses premières années à Cambridge. Newton adopta alors le point de vue de Gassendi. Et voilà Newton, qui, soit dit en passant, donnait environ 10 leçons par an, ce qui montre que depuis lors, la charge horaire des professeurs a largement augmenté. Et dans son traité d'optique, publié en 1704, Newton écrit en anglais, donc il me semble probable que Dieu, au début, a formé la matière en des particules solides, massives, dures, impénétrables et adéquates pour les fins pour lesquelles il les a formées, et très dures de manière qu'elles ne puissent pas être ne pas se couper en morceaux. Il y a donc des agents dans la nature qui sont capables de mettre les particules ensemble ou les séparer par des fortes attractions ou des répulsions, et donc c'est le travail de la philosophie expérimentale, lisez la physique, de les trouver. Alors, la naissance de l'atomisme moderne continue avec Boyle, qui a découvert expérimentalement en 1662 la loi des gaz qui porte son nom, à savoir, à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression. Alors, en 1665, Hooke et plus tard Daniel Bernoulli, donnèrent une interprétation de la loi de Boyle en utilisant un modèle cinétique basé en fait sur l'hypothèse atomique. La pression est due aux collisions des particules de gaz, atomes ou molécules, avec les parois. Et la théorie cinétique des gaz fut développée durant le XIXe siècle par de nombreux
savants, en particulier Clausius, Maxwell et Boltzmann, et elle permet d'expliquer les propriétés physiques des gaz en se basant sur les trois hypothèses suivantes. Primo, un gaz est composé d'un grand nombre de petites particules, atomes ou molécules, qui font des collisions entre elles et avec les parois de l'enceinte. 2, les atomes ou les molécules d'un gaz particulier sont identiques et sont très petits par rapport aux distances qui les séparent. Et 3, la température d'un gaz est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des atomes ou des molécules qui le composent. Une deuxième source de développement parallèle au développement de la théorie cinétique des gaz, deuxième raison de développement de l'atomisme moderne, a été le progrès de la chimie à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Je citerai Lavoisier d'abord, Cavendish et Priestley, qui ont étudié la structure de l'eau, donc une molécule H2O, qui peut être décomposée en ses éléments constituants, donc les atomes d'hydrogène, H et d'oxygène, O. Aussi, au début du XIXe siècle, sont découvertes les lois pondérales de la chimie. En particulier, Proust a découvert ce qu'on appelle la loi des proportions définies, c'est-à-dire que lorsque deux éléments chimiques se combinent, la proportion en poids de chaque élément est toujours la même. Et en 1817, Dalton va généraliser cette loi par la loi des proportions multiples. Lorsque deux éléments peuvent se combiner de plusieurs façons, leurs poids respectifs sont dans des proportions simples, c'est-à-dire des nombres entiers. Voilà Dalton qui écrivit en 1808 un traité très important, A New System of Chemical Philosophy, dans lequel le mot atome est utilisé. Dalton était daltonien. Dalton explique les lois des combinaisons chimiques en utilisant des concepts atomiques. Donc les éléments hydrogène, carbone, oxygène sont composés d'atomes. Les réactions chimiques sont en fait des réarrangements d'atomes. En particulier, des composés sont formés lorsque les atomes de différents éléments se combinent. Par exemple, carbone et oxygène pour former du CO, monoxyde de carbone, carbone plus oxygène moléculaire, CO2. Et à partir des lois pondérales de la chimie, les poids relatifs des atomes peuvent être établis, et Dalton alors introduisit une échelle de poids atomique dans laquelle l'atome d'hydrogène, le plus léger de tous, avait le poids atomique 1. À l'heure actuelle, cette échelle est très légèrement modifiée, mais est très proche de cette échelle de Dalton. Nous devons à présent savoir ce que c'est qu'une mole. Une mole, c'est la quantité d'une substance pesant mu gramme, où mu est le poids atomique ou moléculaire de la substance. Et le nombre d'Avogadro est le nombre d'atomes ou de molécules dans une mole. La première estimation de ce nombre d'Avogadro fut faite par Loschmidt en 1865 en utilisant la théorie cinétique des gaz. Et enfin, une autre façon d'arriver à l'atomisme moderne, ce sont les spectres atomiques. En 1752, Melville découvrit des raies d'émission d'un gaz incandescent et Wollaston et von Frauenhofer étudient les raies d'absorption du Soleil au début du XIXe siècle. En 1859, Kirchhoff découvrit que le spectre d'un élément donné est caractéristique de cet élément. C'est une sorte de signature de cet élément, et il découvre aussi que la longueur d'onde d'une raie d'émission coïncide avec celle de la raie d'absorption correspondante. Cela est facile à comprendre pour nous maintenant, puisque nous parlons de niveau d'énergie. Alors, pour la raie d'émission, on passe d'un niveau supérieur au niveau inférieur, à un niveau inférieur. Et pour la raie d'absorption correspondante, c'est le trajet inverse. Et au cours de cette transition, un ou plusieurs photons peuvent être absorbés ou émis. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces découvertes marquent en particulier la naissance de l'astrophysique, puisque la lumière qui nous provient notamment des étoiles, peut être analysée à l'aide de spectromètres ou de spectrographes, et nous renseigne évidemment, grâce aux raies,
sur la présence dans l'atmosphère de ces étoiles de telle ou telle substance. Voilà quelques spectres. En particulier, tout en haut, vous voyez le spectre d'une petite partie du spectre du Soleil. En fait, Fraunhofer compta plus de 750 raies noires d'absorption, vous les voyez ici, dans le spectre solaire. Pourquoi noires? Parce que les photons, donc la radiation électromagnétique venant de l'intérieur du Soleil, est absorbée dans la couche extérieure, l'atmosphère solaire, et au cours de cette absorption, naturellement, les atomes prélèvent dans le spectre continu donc les longueurs d'onde correspondant à ces constituants. Ici, nous avons une raie d'émission. Vous voyez là, contrairement aux raies d'absorption, les raies d'émission sont coloriées. Donc nous avons la raie d'émission ici de l'hydrogène, ici c'est l'hélium, ici c'est le sodium. Et vous voyez ici, vous avez une raie jaune du sodium, qui est en fait un doublet. Ce sont deux raies très proches. Elles sont en émission ici, elles sont claires, et les raies correspondantes en absorption, comme l'avait découvert Kirchhoff, sont ici au regard de celle-ci. Donc voilà les raies d'absorption du sodium correspondant à celle-là. Durant son annus mirabilis en 1905, Einstein a soumis à Annalen der Physik 5 articles extrêmement importants. Et au moins deux articles vont nous concerner directement ici, parce qu'ils firent de lui l'un des plus grands défenseurs de l'hypothèse atomique. Dans le premier article, qui en fait résume la thèse de doctorat qu'Einstein défendit à l'université de Zurich, Einstein propose une nouvelle méthode de détermination des dimensions moléculaires d'une part et du nombre d'Avogadro d'autre part. Deux inconnus, pour ça il obtiendra deux équations qu'il va résoudre. Le deuxième article d'Einstein traite du mouvement aléatoire de petites particules suspendues dans des liquides, mouvement qui fut découvert par un botaniste, en fait, Brown, et appelé mouvement brownien. Einstein propose dans cet article une nouvelle méthode de détermination de nouveau du nombre d'Avogadro. Alors, la méthode qu'a suivie Jean Perrin est basée sur le deuxième article d'Einstein, et la valeur de Na obtenue de cette manière par Jean Perrin en 1908 est proche de la valeur actuelle. Notez, cette valeur est de 6 environ fois 10 exposant 23 atomes ou molécules par mole. Voilà Einstein, donc, à l'époque en 1905, lors de son annus mirabilis. Alors, un peu plus tard, Rutherford, Geiger et Marsden effectuèrent entre 1906 et 1911, et même ils poursuivirent un peu plus tard, des expériences dans lesquelles des feuilles métalliques étaient bombardées par des particules alpha. En fait, les particules alpha n'est rien d'autre que le noyau de l'atome d'hélium, donc, en l'occurrence l'hélium 4, contenant 2 protons et 2 neutrons, qui provenaient de la désintégration de substances radioactives, des intégrations qui avaient été observées à la fin du siècle, du 19e siècle, notamment par Becquerel et puis Pierre et Marie Curie. Ils démontrèrent que toute la charge positive et la quasi-totalité de la masse, à l'exception de la masse des électrons, sont concentrées au centre de l'atome, dans un noyau donc, dont les dimensions de l'ordre de 10-13 cm sont beaucoup plus petites que celles de l'atome, environ 10-8 cm. Donc c'est la fin, avec cette expérience de Rutherford, de l'atome insécable. De l'atome peut effectivement être décomposé. Et donc c'est un édifice neutre, composé, donc, contenant en noyau central chargé positivement des électrons de charge négative et du vide. Alors,
dès 1904, un physicien japonais, Nagaoka, et Rutherford, en 1911, proposèrent un modèle planétaire de l'atome, mais ce modèle est instable. En effet, prenons un électron qui effectuerait, parcourrait une orbite autour du noyau, un électron est chargé et lorsqu'il effectue son mouvement, il y a une accélération et cette accélération induit une perte d'énergie, de l'énergie qui est irradiée par l'électron et donc l'électron perd de l'énergie et au bout d'un temps très très court, il tomberait sur le noyau. C'est-à-dire que ce modèle est instable. Et en effet, les lois de la physique classique ne s'appliquent pas à l'échelle atomique et, de manière générale, au monde microscopique, que ce soit des molécules, des atomes, des noyaux, des particules élémentaires. Pour cela, il faut utiliser la physique quantique, née, comme nous le savons, en 1900 avec la découverte des quanta par Max Planck. Et la physique quantique a été élaborée d'abord sous la forme de l'ancienne théorie des quanta, mélange en fait heuristique de physique classique et de physique quantique, illustré par le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, qui d'ailleurs est du succès, mais qui n'a pas pu être étendu. Il fallait en fait élaborer une véritable mécanique quantique, ce qui fut fait entre les années, disons, grosso modo 1923 et 1930, par des physiciens tels que de Broglie, Heisenberg, Born, Schrödinger, Pauli, Dirac, etc. Et puis plus tard, l'électrodynamique quantique fut élaborée entre 1946 et 1949 par Tomonaga, Schwinger et Feynman, le même Feynman dont nous avons parlé au début de ce discours. Et la mécanique quantique et l'électrodynamique quantique ont permis le développement de la physique atomique moderne, notamment, et d'autres choses aussi. Alors, quels sont, très brièvement, les quelques points qui ont été ainsi développés? Eh bien, tout d'abord, structure atomique, c'est-à-dire la structure des niveaux d'énergie des atomes et des probabilités de transition entre ces niveaux, ainsi que les tests de méthodes d'approximation, par exemple pour les atomes à plus de n électrons, n plus grand que 2, l'atome complexe. Test de l'électrodynamique quantique, par exemple, le moment magnétique anormal de l'électron, qui doit être calculé, qui a été calculé par l'électrodynamique quantique. Les tests de principes de symétrie et des lois de conservation, l'étude des propriétés du noyau à partir des spectres atomiques, ce qu'on appelle la structure hyperfine. Ces structures hyperfines, par exemple, de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, est très intéressante parce que la fréquence de cette transition, qui a d'ailleurs été mesurée avec une fantastique précision, vous voyez la précision ici, donc la valeur est, voilà, tous ces chiffres ici expérimentalement. Donc, ça, c'est la fréquence en Hertz, 1420 Hertz, plus ou moins, non donc, tout ceci en Hertz. Et nous avons, ça correspond à une longueur d'onde de 21 cm, qui est très importante en astrophysique. Alors, l'étude d'atomes exotiques, par exemple, le positronium, formé d'un électron et de son antiparticule, le positron, le muonium, formé d'un muon, par exemple, d'un muon positif et d'un électron, etc. Collision atomique, eh bien là, nous retiendrons différents types de collisions, des collisions entre les électrons et les atomes, entre les atomes et les atomes, des ions et des atomes, et enfin des collisions atomiques en présence, par exemple, d'un champ de radiation, un champ laser, etc. Toutes ces collisions sont importantes pour toute une série d'applications. Et enfin, les interactions d'atomes avec la radiation électromagnétique, pour laquelle je n'ai pas de temps de m'attarder, mais retenons simplement qu'il y a 3 processus fondamentaux. L'émission spontanée, c'est-à-dire en fait l'émission d'un photon d'un niveau supérieur vers un niveau ou des niveaux inférieurs, lorsque l'atome est excité. L'absorption
de radiation en présence de radiation, bien entendu, qui fait passer l'atome d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Et enfin, un troisième phénomène qui a été découvert par Einstein en 1917, c'est l'émission stimulée, à savoir l'émission de photons d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur en présence d'un champ de radiation, et qui a trouvé sa plus belle application dans les masers et les lasers. On dira un mot dans un instant. Et enfin, il y a évidemment aussi toute la physique très riche des processus multiphotoniques où plusieurs photons sont échangés suivant les types de processus que je viens de décrire. Alors, il y a évidemment de très nombreuses applications. Je citerai bien sûr le maser et le laser. Maser veut dire Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Cela fut fait d'abord avec une molécule d'ammoniac et dans le domaine, comme on le voit, des micro-ondes, en utilisant précisément le phénomène d'émission induite ou stimulée. Quant au laser, c'est l'extension du concept de maser, si vous voulez, à d'autres longueurs d'onde, en particulier les longueurs d'onde du spectre visible, mais aussi l'infrarouge, l'ultraviolet, etc. Alors, citons les atomes froids, qui ont fait l'objet de beaucoup de travaux, et en particulier ont permis de démontrer la condensation de Bose-Einstein, les horloges atomiques, dont la précision actuelle est de l'ordre de 10-15, les phénomènes ultra rapides, à l'heure actuelle, on est capable, grâce à l'utilisation de lasers intenses et qui donne lieu à ce qu'on appelle des harmoniques, de fabriquer des impulsions électromagnétiques donc ultra courtes, donc dans le domaine de ce qu'on appelle les attosecondes, c'est-à-dire 10-18 secondes, qui permettent en fait d'étudier le mouvement des électrons dans les atomes pratiquement de manière stroboscopique, c'est-à-dire qu'on peut pratiquement voir, étudier les mouvements des électrons dans les atomes avec des impulsions de type attoseconde. Alors il y a bien sûr l'informatique quantique qui repose largement sur des propriétés atomiques. La physique des plasmas fait usage de toutes sortes de données atomiques, naturellement. L'astrophysique, j'en ai parlé. La physique spatiale, la géophysique, la biophysique et la physique médicale. Alors, nous allons conclure maintenant en nous posant une question un peu différente. J'ai parlé jusqu'à présent des atomes tels qu'ils sont apparus dans notre civilisation, Anaxagore et enfin, Démocrite, mais nous pourrions nous poser la question également, quand les atomes sont-ils nés dans l'univers? Et pour ça, nous pouvons faire un voyage dans le passé. Donc, nous allons appeler T la variable âge de l'univers. Donc T égale 0 correspond au Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années. Donc si on fait ce voyage dans le passé, on retourne en arrière, à 5 milliards d'années, nous voyons la naissance de notre système solaire. À 100 millions d'années, la formation des galaxies. À 10 millions d'années, la température de l'univers est d'environ 300 degrés Kelvin, c'est-à-dire grosso modo la température de cette salle. À 1 million d'années, l'univers est rouge. Sa température est d'environ 1000 degrés Kelvin. À environ 100 000 ans, l'univers est de couleur jaune et sa température est d'environ 3000 degrés Kelvin. Ici, nous approchons du seuil du Big Bang. Et deux événements importants ont lieu durant cette période. Un, il y a égalité des densités de matière et de radiation. Dans le passé, l'univers était dominé par la radiation, donc avec notre machine à remonter le temps, si nous regardons devant nous, on voit un univers dominé par la radiation, essentiellement des photons. Dans le futur, en arrière, l'univers est dominé par la matière, comme c'est le cas à présent. Et
le deuxième phénomène qui se présente, c'est le découplage de la matière et de la radiation à cette époque, donc il y a 100 000 ans. Le gaz est encore assez froid, de sorte que les électrons et les protons peuvent se recombiner pour former des atomes d'hydrogène par capture radiative. Voici le processus. Nous avons un électron ici qui est capturé par un proton pour former un atome d'hydrogène avec émission d'un photon H nu. Si on regarde dans le sens inverse, c'est l'effet photoélectrique. Un photon tombe sur un atome d'hydrogène et éjecte un électron. Mais c'est cette réaction-ci qui est importante à ce moment-là, à cause de la température de l'univers. À ce moment-là, donc KT inférieur à 13,6 eV, c'est inférieur au seuil d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Et cette période correspond à la naissance des atomes il y a environ 100 000 ans. Durant cette période, naturellement, d'autres atomes en petite quantité, deutérium, hélium, lithium, ont été aussi formés. La radiation est donc découplée de la matière et peut voyager librement dans l'espace. Nous la voyons maintenant venant d'étoiles très lointaines, de galaxies très lointaines. Et donc, de cette époque provient précisément ce qu'on appelle la radiation cosmique fossile, refroidie par l'expansion de l'univers et détectée en 1964 par Penzias et Wilson à une longueur d'onde de 7,35 cm dans le domaine des micro-ondes. Cette radiation correspond actuellement à une température de 3 degrés Kelvin, donc venant de 3000 degrés Kelvin, due à l'expansion de l'univers d'un facteur environ 1000. Elle est tombée à l'heure actuelle à environ 3 degrés Kelvin. Et elle provient de la période pendant laquelle les atomes sont nés. Voilà, alors nous avons vu combien il est important, grâce à l'hypothèse atomique et plus tard au fait atomique, comment l'hypothèse atomique d'abord et le fait atomique a permis et permet encore d'expliquer un grand nombre de phénomènes, la cause d'un très grand nombre de phénomènes. Et c'est pourquoi, en guise de conclusion, je vous propose une seule ligne. C'est une ligne tirée des Géorgiques de Virgile, qui dit « Felix qui potuit rerum cognoscere causas », heureux celui qui a pu connaître la cause des choses. Je vous remercie.